Bonjour à tous, bienvenue sur le live en direct, live Facebook sur l'année blanche, le prélèvement à la source. Pour des raisons techniques, pour que tout le monde ait le temps de se connecter, je vous propose d'attendre encore quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, euh, pour que tout le monde puisse arriver gentiment. Ce que je vous invite tout de suite à faire, c'est d'aimer la page, de partager avec vos amis, comme ça tout le monde pourra se joindre à nous. Pendant la présentation qui va suivre, je vous rappelle rapidement ce qui va se passer. Je vais vous présenter rapidement tout ce qui peut être dit à propos du prélèvement à la source cette année, de tout ce qui est année blanche et imposition sur l'année blanche. On abordera aussi la fiscalité et les coûts à faire sur 2018, parce qu'il y en a. D'un point de vue technique, sur une autre pièce et sur un autre ordinateur, nous avons différentes personnes qui s'occupent de trier vos questions et de me les faire passer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à partager vos questions en commentaire sur cette page. On me les fera passer et à la fin de ma présentation, je répondrai à vos questions. Il y a aussi d'autres personnes qui précédemment ont posé des questions pendant la semaine passée. J'y répondrai à la fin de ma présentation, le temps que le tri des nouvelles questions se fasse et me parvienne. On va attendre encore 1 minute avant que je puisse démarrer le live. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine qui est spécialisé dans l'optimisation fiscale de votre impôt sur le revenu et l'utilisation de cette fiscalité pour pouvoir développer votre patrimoine. Tout ce qui va vous être dit aujourd'hui, c'est analogue à des conseils de cabinet d'avocats fiscalistes. Donc, il faut bien voir que ce ne sont pas des conseils à prendre à la légère, ce sont des conseils qui sont avisés, qui ont été travaillés et qui peuvent vous permettre d'optimiser votre patrimoine à l'avenir. Pensez bien aussi que chaque cas est différent. On ne peut pas optimiser la fiscalité comme ceci juste avec un live. Il faudra par la suite affiner la situation, comprendre quels sont vos besoins. Et je pense qu'il faudra donc dans ce cas-là préparer un audit patrimonial de votre situation par la suite. Très bien, je vois que les connexions se font petit à petit. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la page, à partager avec vos proches pour que tout le monde puisse assister en direct à ce live Facebook sur le prélèvement à la source et sur l'année blanche. Je vois qu'il y a un commentaire qui me prévient que ça rame un petit peu, donc je vais attendre encore 1 minute ou 2 avant de démarrer. Je rappelle encore une fois que vous pouvez poser toutes les questions dont vous avez besoin pendant le live, questions qui vont par la suite m'être fait passer pour que je puisse y répondre, une fois bien sûr que ma présentation sera terminée, puisque je vais y aller d'une traite sur différents sujets. Je vais essayer d'être le plus clair. J'ai prévu des exemples, donc pour que tout soit le plus intuitif pour vous, puisque bien sûr, dès qu'on parle de fiscalité, ce n'est pas forcément toujours très clair. Rien que la qualité du texte rédigé par l'administration fiscale cette année, je vous laisse imaginer la complexité de ce texte. Donc, il a fallu du temps pour le décrypter. Maintenant, on a une base de données assez importante. Je vous laisse en juger par vous-même à travers les différents exemples que nous aurons ce soir à travailler ensemble. Allez, encore une petite minute avant que nous démarrions. Donc, je répète sur le déroulé de ce soir. Donc, je vais vous faire une présentation du prélèvement à la source de l'année blanche, des effets que ça peut avoir sur vous, puisque beaucoup de médias vous ont déjà présenté en grande partie cette année blanche. Bien sûr, c'est fait de façon assez superficielle. Il va falloir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et comme je vous l'avais expliqué dans mes vidéos en amont, il faut faire bien attention. Il va y avoir des personnes qui peuvent être lésées si elles ne font rien. On le verra un petit peu plus tard. Comme il y a des personnes qui peuvent profiter de cette année fiscale pour faire des coups, il faut dire le terme, puisque vous allez avoir quelques aides fiscales exceptionnelles, vraiment juste sur 2018, pour différentes raisons. Je vous expliquerai pourquoi l'administration a prévu de telles aides juste sur 2018. Très bien. Bon, je pense qu'on est à 5 minutes d'attente. Je vais pouvoir démarrer un petit peu le live. Donc, je vous laisse prendre des notes si vous en avez besoin. N'hésitez pas à partager vos questions. Nous y répondrons, et plus particulièrement moi-même, par la suite. Très bien. Donc, pourquoi un tel live? C'est simplement parce que depuis la fin d'année 2017, et plus exactement la fin décembre, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté et validé une réforme que nous avions entendue déjà sous le gouvernement Hollande, la réforme du prélèvement à la source. Alors, cette réforme du prélèvement à la source, on en entend parler depuis très très longtemps, à tel point que déjà sous le deuxième mandat Chirac,
On est déjà en train de parler de cette volonté de réformer le prélèvement fiscal en France sur l'impôt sur le revenu. Alors à l'époque, c'était pas aussi simple que ça, puisqu'on visait juste à recentrer ensemble le prélèvement de l'impôt sur le revenu et la CGCRDS. On parlait de fusion des deux impôts. Cette idée a germé petit à petit, puisque finalement, ils se sont rendus compte que d'autres États avaient utilisé le prélèvement à la source et que ce prélèvement à la source était apprécié tant par les contribuables, puisque ça simplifiait vraiment le niveau de vie de chacun, puisque finalement, au lieu d'avoir un net à payer à la fin de votre fiche de paie, vous avez un net d'impôt. C'est-à-dire que le revenu que vous aurez à la fin du mois sera finalement le restant à vivre pour vous, ce qui est quand même pas désagréable, et plutôt de devoir attendre la douloureuse en septembre et de se dire, ah, est-ce que je vais avoir un supplément d'imposition ou non? Est-ce qu'on va me rendre de l'argent en fin d'année? C'est toujours assez compliqué. Ceci va supprimer toutes ces péripéties. De la même manière, c'est parce que l'État français est souvent en retard et s'inspire finalement de ce qui se passe dans les autres pays que l'État finit par faire comme les autres. On n'est jamais créateur d'idées au niveau, en tout cas, de la fiscalité et souvent même du droit. On est plus des copieurs en l'âme, hein, c'est malheureusement le cas. Et c'est ici encore le cas. Et d'ailleurs, quand on va sur le prélèvement à la source.gouv, donc c'est une page gouvernementale, c'est une des raisons données par le gouvernement pour acter ce prélèvement à la source. Malheureusement, ils osent dire qu'ils ont copié ce qui se fait actuellement ailleurs. Bon, pour une fois, on n'est pas créateur. Autant la TVA, c'est nous qui l'avions créée, cocorico. Ici, on fait comme les autres. Donc ça, c'était l'une des premières raisons, parce que tout le monde fait pareil, on va faire pareil. L'autre raison, c'est très simple, c'est que le prélèvement à la source cherche à aider à s'adapter à la vie du contribuable. Pourquoi? Parce que la vie est faite de différents errements. On peut travailler pendant un mois, perdre son travail, on peut trouver du travail, on peut avoir des changements de rémunération, on peut avoir tout simplement des promotions qui font que notre niveau de rémunération va changer. Donc l'objectif, c'est de pouvoir passer d'un mois, admettons, d'avril 2019 à une certaine rémunération, au mois de mai 2019 à une autre rémunération, et d'avoir un impôt qui s'adapte. Et donc, être prélevé d'une façon très juste. C'est jamais évident, puisque, bien sûr, généralement, vous avez un premier prélèvement qui est fait actuellement, ce qu'on appelle la mensualisation, très simple, et vous avez des régularisations. L'objectif du prélèvement à la source, c'est de vous éviter ces régularisations. Donc, on essaie de s'adapter à la vie du contribuable. Enfin, justement, c'est de mieux répartir l'impôt, et c'est ce que je vous ai dit juste avant. Actuellement, vous avez deux méthodes de prélèvement de l'impôt sur le revenu. Vous avez le paiement au tiers, vous payez en février, en mai et en septembre, ou la mensualisation qui est sur 10 mois. Une drôle de mensualisation puisque nous avons 12 mois calendaires. Ces deux systèmes vont complètement s'arrêter et on va maintenant passer sur un système à 12 mois. Et du fait d'avoir un même montant d'imposition réparti sur plus de mensualités, l'effort budgétaire, l'effort d'épargne, si on peut dire, va être diminué. Actuellement, admettons une personne qui a 3 000 euros d'impôt va rembourser environ 300 euros, rembourser, si on peut dire tel quel, 300 va payer 300 euros d'impôt par mois pendant 10 mois. Avec le prélèvement à la source, on sera plutôt de l'ordre de 250 euros payés par mois sur 12 mois. Donc, ça demande un effort d'épargne, un effort de trésorerie budgétaire moins important. Enfin, c'est une raison qui n'est pas avouée par le fisc, mais finalement, on l'a tous un petit peu en idée, c'est que ce prélèvement à la source, il permet quoi? Il permet à l'État de collecter tout de suite l'argent. En effet, avec le paiement au tiers, avec la mensualisation, ce sont des acomptes. Là, on va prélever tout de suite, on régularisera plus tard, peut-être que vous verserez trop et l'État vous rendra, mais il faut bien prendre en compte que l'État va avoir tout de suite l'argent et pourra un peu mieux contrôler les flux de trésorerie de chacun. Donc c'est aussi une visée de contrôle qui est derrière, ce n'est pas officiellement dit par l'État, mais on comprend bien qu'il est derrière. Donc après avoir un petit peu expliqué rapidement la genèse, les idées qui ont permis la création d'un tel prélèvement, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on attaque les choses sérieuses. Donc, 3 grands thèmes ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que le prélèvement à la source? Donc, on va voir en quoi c'est un mécanisme de prélèvement qui change pour cette année. Et en même temps, qu'est-ce que l'année blanche? Ce sera le deuxième thème, puisque l'année blanche va avoir des effets pour votre fiscalité. Bien sûr, tout le monde ne sera pas concerné, mais pensez bien qu'une grande majorité des personnes le seront. Enfin, qu'est-ce que l'on peut faire comme coûts fiscaux sur cette année 2018
et je dirais même comment éviter la douloureuse, puisque dans certains cas, on va l'aborder, il peut y avoir une fiscalité sur 2018 et un mécanisme peut permettre de l'éviter. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le prélèvement à la source. Alors pour ceci, il faut comprendre que le prélèvement à la source, donc c'est une réforme du mécanisme de prélèvement de l'impôt. Donc, on va faire une analogie par rapport à ce qui se passe actuellement. Si vous regardez ce qui se passe, on est sur un mécanisme décalé. En 2018, vous êtes actuellement en train de payer vos impôts de 2017. Alors, vous allez les déclarer là en avril, vous allez avoir votre envoi d'imposition en août-septembre prochain, mais vous versez déjà un acompte mensuel ou quasi trimestriel, si on peut dire ça comme ceci. Vous commencez petit à petit à payer, mais que pour 2017, pas pour 2018. À partir du 1er janvier 2019, c'est fini. Plus de décalage. Vous paierez en janvier 2019 pour les revenus de janvier 2019. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque l'État va se baser entre vos revenus du mois de janvier et vos revenus passés. Donc, il va vite voir si vous avez une augmentation ou non pour adapter un petit peu le taux de prélèvement. Maintenant, l'objectif, c'est de prendre votre imposition directement pour que vous soyez au bon niveau d'imposition et qu'il n'y ait pas de régularisation en septembre. C'est aussi le piège souvent du paiement au tiers ou du paiement mensuel, c'est qu'il y a des régularisations en septembre qui sont à faire et qui peuvent parfois mettre dans le rouge des trésoreries sur les 2-3 derniers mois de l'année. Donc l'objectif est vraiment d'arrêter ceci. Si on prend un exemple, une personne qui gagne 1 800 € net par mois à partir d'avril, qui au début du mois de mai obtient une promotion de 20% d'augmentation de salaire, mais à partir d'avril, elle payait 103 € d'impôt du fait du prélèvement à la source. À partir de mai, du fait de son augmentation, l'État aura calculé que son nouveau besoin en prélèvement d'impôt sera de 123 € par mois. Ça évitera donc de devoir juste payer 100 € par mois comme actuellement et d'avoir une régularisation plus tard. Elle aura déjà donné son acompte nécessaire. Alors attention, le prélèvement à la source ne prend en compte que tout ce qui est revenus salariés. Pour tout ce qui est personnes indépendantes, c'est un petit peu particulier. On va être sur un système qui va être un mélange du système actuel et un mélange du futur système du prélèvement à la source. Comment essayer d'expliquer ça le plus simplement possible? Vous allez verser des acomptes mensuels ou trimestriels en fonction de votre volonté. Et à partir de ces acomptes-là, sûrement ce sera les acomptes mensuels qui sont privilégiés, vous allez avoir à partir de septembre une régularisation qui sera faite. Maintenant, ces acomptes seront calculés par le fisc pour qu'à partir de vos revenus du début d'année, janvier, février, mars, et ainsi de suite, vous ayez une imposition qui soit la plus fidèle possible pour vous éviter d'avoir un trop perçu ou un trop versé. Pardon. Alors, la complexité, c'est quel régime appliquer. L'État va appliquer le régime que vous avez vu précédemment. C'est ce que je vous disais, il va se baser sur le N-1, N-2. Ainsi, les assistantes en maternelle, par exemple, qui ont des régimes fiscaux particuliers, auront leur régime fiscal directement imputé sur leur régime. Et donc n'auront pas à avoir trop d'argent versé ou n'auront pas indirectement une situation trop favorable qui sera difficilement récupérable avec la régularisation en septembre. Donc, on est sur un système un peu mixte, mais qui se rapprochera quand même du prélèvement à la source. Donc, si actuellement on paye pour 2017 et qu'en 2019 on paye pour 2019, que se passe-t-il de 2018? Eh bien, 2018, c'est une année blanche. Alors, année blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État ne peut pas se permettre de demander aux Français de payer deux fois. On ne peut pas dire en 2018, on va vous demander de déclarer vos revenus pour qu'en 2019, avec le régime actuel, vous payiez à la fois 2018 et 2019. Personne ne serait capable de le faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que 2018 ne sera pas imposé. Mais, et c'est le problème, mais certains revenus le seront. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail pour bien clarifier les choses. L'État va diversifier trois types de revenus. Vous allez avoir les revenus ordinaires, les revenus exceptionnels et les revenus imposés au prélèvement. Prélèvement, quand je dis prélèvement, attention, ce n'est pas le prélèvement à la source, c'est le prélèvement forfaitaire. Première subtilité fiscale. Commençons par les revenus ordinaires. Les revenus ordinaires, c'est tout ce qui touche aux revenus du travail. Donc, si vous avez un contrat de travail qui prévoit des primes, qui prévoit un avantage en nature, qui prévoit un fixe, et que ceci est clairement indiqué,
Même si vous avez plus de revenus en 2018 qu'en 2017, il n'y aura pas d'imposition. Tant que c'est contractuellement écrit dans votre contrat, vous ne risquez rien. Et c'est là que le véritable mot année blanche sert à quelque chose. Ça veut dire que les personnes, quand elles travaillent et qu'elles n'ont pas changé de poste, il n'y a pas de raison d'être imposé différemment et de rajouter une surplus d'imposition. De la même manière, si vous changez de travail en 2018, tant que c'est contractuellement écrit, pas de souci. Alors, allons un petit peu plus loin maintenant, les revenus exceptionnels. Les revenus exceptionnels, c'est tout ce qui ne touche pas aux revenus du travail. Il y a une liste non exhaustive qui est donnée, et je vais vous la donner telle qu'elle, hein, puisque c'est ce qu'on trouve à peu près dans les textes, de types de revenus qui seront imposables en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu. Je vous en cite quelques-uns comme ceci. Vous avez les indemnités de licenciement, les indemnités de cessation de fonction, certaines indemnités provenant de procès, par exemple si vous avez eu des procès au prud'homme avec de précédents employeurs ou votre employeur actuel et que vous avez un rappel de salaire, ce sera imposable. Les prestations de retraite aussi, ce sera imposable. Les allocations de réinsertion, de conversion, de reprise d'activité, tout ce type d'allocation qui est exceptionnel, si on peut dire ça comme ceci, va être imposé en 2018. Et donc, va avoir un véritable impact pour votre fiscalité, puisque vous pensiez être libre, vous allez peut-être réinvestir cet argent pour vous dans une création de société, pour vous, pour tout simplement rembourser vos crédits. Vous allez utiliser toute cette somme et au final, on va vous demander de rembourser une partie en tant qu'imposition. Donc, il faudra faire attention à ce point-là et ce sont ces types de revenus qui sont très dangereux cette année, puisque si on ne fait pas attention, l'État va venir en aval et va directement vous saisir et ça peut poser quelques problèmes. Donc, n'hésitez pas à penser bien, notez bien que tout ce qui est indemnité de cessation de paiement, de cessation de fonction, indemnité de retraite, indemnité de chômage, indemnité de procès, tout ce qui peut être indemnité, ce sera un revenu exceptionnel qui sera taxé en 2018. Ce qui veut dire qu'en 2019, vous devrez payer à la fois pour ce revenu exceptionnel et à la fois pour votre impôt 2019, ce qui peut poser souci. Alors, comment calculer l'imposition entre revenu exceptionnel et revenu ordinaire pour savoir exactement ce que vous devez? Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais je vais essayer de vous schématiser le plus. Ce que vous devez faire, c'est, il y a des logiciels très, très faciles pour ceci, vous passez par des professionnels comme nous, vous allez rentrer vos revenus exceptionnels et revenus ordinaires sur un même revenu global. Vous allez calculer à partir de là votre impôt sur le revenu, d'accord? Et vous allez donc connaître l'impôt que vous auriez dû payer en 2018, tant sur le revenu ordinaire que sur le revenu exceptionnel. À partir de là, vous allez devoir réaliser un pourcentage de vos revenus ordinaires par rapport à votre revenu global. Je prends un exemple. Vous avez 50 000 euros de revenus ordinaires, 50 000 euros de revenus exceptionnels. Donc, vos revenus ordinaires représentent la moitié de vos revenus totaux pour 2018. Si vous avez 10 000 euros d'impôts à payer, au titre de l'impôt global entre revenus ordinaires et revenus exceptionnels, comme les revenus exceptionnels, ou les revenus ordinaires d'ailleurs, représentent la moitié, l'imposition finale nette due par vous sera de 5 000 euros pour l'année 2018. Donc, les personnes qui ont très 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 peu de revenus exceptionnels auront une part d'imposition infime. Par contre, les personnes qui auront beaucoup de revenus exceptionnels, je prends le cas d'un procès avec des rappels de salaire sur 3 ans, on peut très vite arriver à des procès gagnés à plus de 150 000 euros d'un coup. Pour une personne qui n'en gagnait que 50-60 000 euros à l'année, là, il va y avoir un réel coût pour vous au niveau de la fiscalité. Donc, il faudra bien faire attention à ceci. Donc là, je vous ai parlé des revenus ordinaires et des revenus exceptionnels. Dernier point qui est important à choisir, c'est que vous avez des revenus qui sont prélevés forfaitairement en fonction de certains mécanismes. On parle prélèvement forfaitaire non libératoire, qui est un mécanisme fiscal qui est rentré en vigueur en 2013. 3 types de revenus vont rentrer dans cette catégorie-là. Les plus-values mobilières, donc ce sont généralement toutes les cessions d'actions, pour faire simple. Les plus-values immobilières, cessions avec une plus-value de résidence secondaire, pour faire simple. Et ensuite, tous les revenus de capitaux mobiliers. Les revenus, ce sont les revenus de vos placements, revenus d'actions, qui, eux, ont des prélèvements forfaitaires qui sont directement liés à ce mécanisme-là et qui donc n'entreront pas ni dans la catégorie des revenus exceptionnels, ni dans ceux des revenus ordinaires. Donc là, ce sera une fiscalité classique, exactement comme en 2007, 2016, 2015, ce sera la même fiscalité qui s'appliquera. Donc là, rien à faire, malheureusement, on ne peut pas y jouer dessus. L'État s'est assez bordé sur ce point-là.
Donc, pour faire simple, retenez que vous allez avoir revenu ordinaire, c'est tout ce qui est lié au travail. Revenu exceptionnel, c'est toutes les indemnités que vous pouvez toucher. Indemnité chômage, indemnité de procès, indemnité de retraite, cessation d'activité, tout type d'indemnités que vous pouvez avoir de la vie qui sont liées généralement au travail, mais que vous pouvez toucher. Celles-ci seront imposées. D'accord? Cela n'empêche qu'il est possible de réaliser des défiscalisations sur 2018 pour travailler sur les revenus ordinaires futurs et sur les revenus exceptionnels de cette année. Alors, j'évacue tout de suite les questions sur les défiscalisations 2018 type Pinel, Malraux, GFF. Elles ne sont absolument pas touchées. Même si c'est une année blanche, vous continuerez de les obtenir. D'accord? Une défiscalisation Pinel, ce qui va se passer, c'est juste qu'en 2019, vous toucherez à la fois 2018 et 2019. Donc, ça va vous demander un effort de trésorerie supplémentaire, mais vous pouvez continuer vos investissements Pinel sans crainte. Vous pouvez continuer vos investissements Malraux de la même manière, ou vous pouvez décider de réaliser de tels investissements si, bien sûr, cela va à votre situation actuelle. Il n'y a aucun problème, vous n'y perdez pas au final. Il y a juste un effort budgétaire à faire de votre part. Je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le cas des revenus exceptionnels, puisque ce sont les revenus qui, en 2018, vont être le plus touchés. Donc, comme je vous disais, les revenus exceptionnels, je ne rentre plus dans le détail, hein, ce sont tout ce qui est indemnité liée au travail, indemnité exceptionnelle, licenciement, procès, cessation d'activité. Comment est-ce que ça va être imposé? Donc, je reprends un exemple chiffré cette fois-ci pour bien vous rendre compte, et c'était le cas du procès tout à l'heure. On avait un revenu annuel, un couple, 75 000 euros. D'accord? Donc, environ 37 000, 38 000 euros chacun. Sur ces revenus-là, sur ces 75 000 euros-là, ben, une des deux personnes va toucher un procès pour appel de salaire, erreur de son entreprise, avec indemnité, 3 ans de rappel de salaire, 175 000 euros récupérés. C'est une jolie somme, sauf qu'en 2018, ce sera un revenu exceptionnel. Pas de bol, ce sera imposé. Comment calculer ceci? Comme je vous disais, il faut faire la somme des revenus exceptionnels et ordinaires pour connaître l'impôt qui est dû de façon globale. Donc ici, ça fera 250 000 euros de revenus pour deux personnes, d'accord? Soit un impôt sur le revenu qui serait de 75 111 euros, d'accord? Alors maintenant, comme je vous disais, il y a une quote-part qui sera imposable et une quote-part qui ne le sera pas. Pour cela, on prend la partie revenu ordinaire sur laquelle on divise les revenus globaux. Donc 75 000 divisé par 250 000. On obtient un quotient qui va permettre de diviser 75 111 euros. Au final, si on prend 75 000 divisé par 250 000, on voit à peu près que l'on est en dessous du tiers. On a environ 30% de revenus ordinaires, 70% de revenus exceptionnels. Ce qui fait que la quote-part ordinaire sera de 22 500 euros et la quote-part revenu exceptionnel sera de 52 578 euros. Ce qui fait que pour les revenus exceptionnels, eh bien, on aura une imposition de 52 578 euros, quand normalement, si tous les revenus avaient été imposés, on aurait été à 75 111 euros. Moralité, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que revenu exceptionnel, surtout s'il y a une forte proportion de revenus exceptionnels dans vos revenus à vous, dans vos revenus globaux, il y a un coût fiscal qui peut être très important. Alors, effectivement, j'ai pris un cas assez large, dans le sens où 175 000 euros de revenus de procès, tout le monde ne les aura pas cette année. Bon, c'est dommage. Maintenant, on peut tous avoir une indemnité de licenciement qui va rapporter 30 000 euros, qui va doubler votre revenu sur l'année et qui, du coup, sera fiscalement imposable. Alors, comment éviter cela? C'est très simple. Il y a une loi fiscale qui, normalement, n'est pas utilisée pour les revenus exceptionnels, mais qui, ici, marche très bien. C'est la loi monument historique. Pour un rappel, la loi monument historique, c'est la loi qui permet le plus de défiscaliser actuellement en droit français. D'accord? C'est une loi qui est utilisée par les très grosses impositions, les très gros revenus, généralement dans les tranches à 41, si ce n'est même 45%. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est investir dans des monuments classés au patrimoine des monuments historiques et réaliser des travaux assez importants, il faut le dire, dans ces monuments qui ont besoin d'un très gros rafraîchissement. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour 200 000 euros d'acquisition, travaux compris, vous aurez un tiers de foncier, environ 65 000 euros, et 2 tiers de travaux. Comment cela fonctionne? Sur tous les travaux que vous allez avoir en 2018,
vous allez pouvoir défiscaliser l'entièreté des travaux sur vos revenus professionnels globaux. Ainsi, pour faire simple, si vous avez 130 000 euros de travaux, vous allez pouvoir les défalquer et venir annihiler vos revenus exceptionnels. Bien sûr, il faut calibrer le montage pour suffisamment déduire et ne pas déduire trop, et inversement, ne pas se retrouver finalement avec une déduction pas assez forte qui pourrait vous poser souci. Alors, en contrepartie de cette acquisition, vous aurez bien sûr un loyer, et par contre, il y aura un temps de garde qui est de 15 ans pour les monuments historiques. Je vous propose qu'on prenne un exemple ensemble pour voir l'intérêt de faire du monument historique pour le couple de tout à l'heure. Donc, on avait un couple, je vous rappelle, qui touchait 75 000 euros à deux à l'année et qui, tout d'un coup, gagne un procès, rappel de salaire, de 175 000 euros. Et l'imposition finale sur ces revenus exceptionnels dépasse les 50 000 euros. Bien sûr, s'ils ne font rien, mais ça fait quasiment un tiers de l'indemnité du procès qui va partir en fumée, il faut le dire tel quel, à l'État, ce qui est dommage. Alors, dans le cas d'un investissement à 200 000 euros en monument historique, donc on prend une quote-part travaux de 65%, vous allez avoir 130 000 euros de travaux et 70 000 euros de foncier. Si on enlève ces 130 000 euros de travaux au cas de notre couple, son imposition va passer de 52 000 euros d'impôt à 6 000 euros d'impôt. Ce qui veut dire qu'on va avoir un gain total de 46 000 euros d'impôt offert par l'État du fait de la restauration du monument historique. Mais là, ce n'est pas tout. Et c'est l'intérêt cette année d'en faire un petit peu plus, c'est qu'il y a une mesure bonus offerte par l'État. Cette mesure bonus est faite en fait pour sauvegarder l'emploi dans les artisans, dans toutes les personnes qui travaillent au niveau de la réfection de tout ce qui est immobilier. En effet, beaucoup de personnes vont penser que parce que c'est une année blanche, on ne fait rien, donc on décale tous les travaux. Et du coup, l'artisanat va se retrouver sans travail et il va y avoir une certaine crise de l'emploi, une crise des auto-entrepreneurs dans ce secteur-là. Ce qui va se passer donc, c'est que l'État va dire que pour tous les travaux payés en 2018, en 2019, vous aurez le droit de déduire la moyenne de 2018 et de 2019, de ce que vous aurez payé. Donc, si vous ne payez rien en 2019 et que vous avez tout payé en 2018, en 2019, vous aurez un bonus de 50% de ce que vous aurez payé en 2018. Je reprends le cas de notre couple. Tout à l'heure, ils ont payé pour 130 000 euros de travaux en 2018. Avec le bonus de 50%, ils auront le droit de déduire en 2019 65 000 euros supplémentaires. Et là, ça change tout parce qu'en 2019, je vous rappelle, il n'y a plus d'année blanche. Là, on est sur le prélèvement classique, prélèvement à la source. Et donc, il n'y a plus besoin de différencier revenus exceptionnels, revenus ordinaires. Les 65 000 euros viendront s'imputer directement sur les revenus du couple. Et si on affiche les revenus actuels qui sont de 75 000 euros, et que l'on regarde finalement ce qui va rester pour deux quand on déduit les 65 000, il ne restera plus que 10 000. Et au mécanisme du quotient, 10 000 euros de revenus pour deux, ils ne sont plus imposables. Ils auraient dû avoir, dans mon exemple, 11 000 euros d'imposition en 2019 environ. Ces 11 000 euros-là, donc, seront gagnés grâce à l'aide fiscale de l'État. Au final, donc, ce n'est plus 46 278 euros gagnés en tout, mais on est sur une somme qui approche les 58 000 euros. Et si on va un petit peu plus loin, 58 000 euros donnés pour 200 000 euros investis, ça veut dire que l'État vous a offert un cadeau fiscal de 28,68% sur votre investissement. C'est pas rien. À titre de comparaison, si on prend une loi Pinel actuelle, sur 9 ans, c'est 18%, sur 12 ans, c'est 21%. Donc vous êtes allé plus loin. Et là, vous êtes sur de l'ancien rénové, donc on est sur un autre niveau patrimonial qui, à la revente, sera vraiment bien plus simple à revendre. Et à la location, je ne vous en parle même pas. Hein. Si, pour ceux qui vivent Toulouse, c'est comme si vous aviez un bien qui était situé place du Capitole. Voilà. C'est, en termes de valeur patrimoniale, c'est le qu'on peut trouver de meilleur en France. Donc finalement, vous vous rendez compte que on peut avoir un réel intérêt à faire du monument historique cette année. Attention maintenant, c'est seulement si vous avez des revenus exceptionnels. En effet, si vous n'avez que des revenus ordinaires, vous allez dépenser 130 000 euros en 2018 pour rien. Puisque les revenus ordinaires n'étant pas fiscalisés, vous n'aurez pas de rattrapage. Vous aurez juste gagné 50% en 2019, donc ça fait 65 000 euros. Sur une base d'imposition, ça va vous faire gagner environ entre 10 et 15 000 euros en fonction de votre tranche. Donc 15 000 euros gagnés sur 200 000 euros d'investissement, bien sûr, ce n'est pas rentable. Donc il faut vraiment avoir des revenus exceptionnels pour que ce combiné entre monument historique et effet bonus de 50% vous octroie
un réel avantage financier dans l'optique de votre gestion de patrimoine. Maintenant que nous avons vu la première particularité, je vous propose de passer à la seconde, c'est celle des revenus fonciers. Je n'en ai pas parlé exprès tout à l'heure. Les revenus fonciers, ce sont comme des revenus ordinaires pour l'État. Vous ne serez pas imposé. D'accord? Ce qui fait que vous pouvez continuer de toucher vos loyers, il n'y a pas de souci. Par contre, n'essayez pas de frauder l'État. L'État sait très bien combien vous avez déclaré ces derniers temps. Et donc, si vous déclarez beaucoup plus en 2018, ils viendront vous contrôler. Donc, ça ne sert à rien d'encaisser en 2018 vos loyers de fin d'année 2017 et vos loyers de début d'année 2019. L'État s'en rendra compte. Donc, vous serez contrôlé et sévèrement puni puisque là-dessus, les indemnités iront entre 40 et 80% de pénalité. L'État ne devrait pas rigoler avec ça. Donc, je vous conseille juste de vous fier à vos revenus 2018 et vous en profiterez pour ne pas les avoir fiscalisés pour une fois. Maintenant, il y a quand même un coup à faire ici. Donc, si je rappelle un petit peu les revenus fonciers, qu'est-ce que c'est? Vous avez un appartement que vous louez, ça va vous procurer des revenus et à ça, vous allez déduire des charges. Et en fonction de la déduction de ces charges, vous allez avoir un bénéfice ou un déficit foncier. D'accord? À partir de là, le déficit foncier, comment ça fonctionne? Il faut prendre en compte deux types de déficit. Vous avez le déficit qui provient des intérêts d'emprunt et le déficit qui provient de toutes les autres charges, principalement travaux, taxes foncières ou encore assurances. Vous allez commencer par imputer vos intérêts d'emprunt. Pourquoi? Parce que les intérêts d'emprunt ont une particularité qui fait qu'on ne peut pas les déduire d'un certain type de revenus, contrairement aux autres déficits. Donc on commence par les déduire eux parce qu'ils sont moins avantageux pour vous. Puis vous allez déduire vos revenus de travaux classiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous passez en déficit, les 10 700 premiers euros de déficit, eh bien, ça vous vient directement s'impacter sur votre revenu global. Donc, si je prends mon couple de tout à l'heure, au lieu de déclarer 75 000 en net, finalement, après ce mécanisme-là, ils ne déclareront plus que 65 300 dans l'année. Donc, sur une tranche à 30%, c'est un gain fiscal de 3 000 euros. Si on va plus loin, vous allez créer du déficit foncier reportable. Effectivement, tout ce qui dépasse les 10 700 euros de déficit foncier va devenir un déficit foncier reportable. Et l'intérêt, c'est qu'il est reportable pendant 10 ans. Donc avec ce déficit, vous allez pouvoir annuler jusqu'à 10 années de revenus fonciers. Donc si vous êtes à une tranche à 30% et que vous pouvez économiser 100 000 euros de revenus fonciers, c'est 30 000 euros gagnés sur 10 ans. Et je vais même un peu plus loin, parce que vous êtes imposé comment? Vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu, mais vous êtes aussi imposé aux prélèvements sociaux. Donc au final, vous allez être imposé à 47,2%, donc c'est un gain complet de 47 200 euros. C'est quand même pas rien. Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans un exemple assez facile. Ici, on a une personne qui gagne 10 000 euros de revenus fonciers par an, qui a 10 000 euros d'intérêt de crédit à déduire et qui, à côté, va réaliser 20 000 euros de travaux. Comme je vous disais tout à l'heure, on commence par déduire vos intérêts de crédit. Donc, on prend vos 10 000, on enlève 10 000, on est à 0. Il reste ensuite les intérêts de travaux, 20 000. Ces travaux-là, vous allez commencer par en déduire 10 700 euros. 10 700 euros qui vont aller sur votre revenu global. Et l'excédent, les 9 300 euros restants, eux, vont être un déficit reportable qui va servir pendant 10 ans. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en N+1, si la personne garde 10 000 euros de revenus et qu'il y a ce déficit reportable de 9 300 euros, pardon, qu'est-ce qui va rester? Et au lieu de déclarer 10 000, elle va juste déclarer 700. Du moins, les 700 euros seront la seule base imposable rentrant en compte pour le fisc. Donc, c'est toujours intéressant. Là où c'est intéressant sur cette année, c'est que c'est comme l'année des monuments historiques. Les travaux, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va avoir un bonus de 50%. Et ce bonus de 50% va venir donner un véritable coup de fouet aux défiscalisations sur vos revenus fonciers. Je vais vous donner un exemple très simple. On prend un investisseur qui a 20 000 euros de revenus. D'accord? Sur ces 20 000 euros de revenus, il décide d'acheter en 2018 un appartement de 200 000 euros de valeur. Donc, sur ces 200 000 euros de valeur, on va avoir comme tout à l'heure une cote par travaux et une cote par foncier. Donc ça va faire 50 000 euros de foncier, 150 000 euros de travaux. Ces 150 000 euros de travaux, qu'est-ce qui va se passer? En 2018, il va commencer par déduire les 150 000 euros des 20 000 euros de foncier de 2018. Alors vous allez me dire c'est dommage parce que c'est pas fiscalisé. C'est vrai, mais vous allez voir derrière, c'est beaucoup plus intéressant. Donc 20 000 euros moins 150 000, il reste 130 000
non utilisés. Sur ces 130 000, pardon, on est obligé d'enlever les 10 700 sur le revenu global. Là encore, c'est de l'argent perdu puisque ce n'est pas fiscalisé. Donc, on va avoir un déficit reportable de 119 300 euros. En 2019, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, il y a un bonus de 50%. Donc, la personne a toujours 20 000 euros de revenus fonciers, imposables, et va pouvoir déduire 75 000 euros, soit 50% de vos revenus des travaux payés en 2018, 75 000 euros qui vont être déduits en 2019. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? On fait le même cheminement. Vous avez 20 000 auxquels on enlève les travaux, donc il reste moins 55 000. Sur ces moins 55 000, on va encore imputer les 10 700 euros. Donc cette fois-ci, un imposable, c'est 3 000 euros d'impôt de gagné pour une tranche à 30. Après, bien sûr, on s'adapte. Tranche à 41, ça montera encore plus fort. Et l'excédent, lui, va devenir un déficit reportable. Ce qui fait que ce nouveau déficit reportable va être l'addition entre le déficit 2018 restant, qui était, si je vous le rappelle bien, 119 300 euros, et le déficit restant en 2019, qui est de 44 300 euros, soit un total de 163 600 euros de déficit reportable. Et bien sûr, chaque année ensuite, on va utiliser ce déficit sur vos revenus. Donc, si elle a 20 000 euros de revenus, eh bien, en 2020, on va utiliser 20 000 euros du déficit dedans. Donc, à la fin de l'année, on n'aura plus que 143 600 euros de revenus fonciers, de déficit reportable. Et ainsi de suite. De là à utiliser le tout sur 10 ans. L'intérêt, il est où? Je vous rappelle, vous avez investi 150 000 euros en travaux et 50 000 euros en foncier. Bon. Vous avez en tout éliminé quoi? Je vous rappelle, vous avez éliminé 2019 et 2020, 2 fois 20 000 euros dans mon exemple. Vous allez éliminer une fois en 2019 10 700. Donc ça fait 50 700. Et il vous reste le déficit reportable non utilisé de 143 600 euros. Soit, en global, si je fais la somme, vous avez pu défiscaliser pour 150 000 euros d'investissement 194 300 euros, soit un ratio d'efficience de 130% pour le montant des travaux investis. Si on va plus loin, si vous avez une tranche à 30% et que vous défiscalisez pendant 10 ans 194 000 euros de revenus, vous allez avoir un gain fiscal qui sera de 58 290 euros. À ça, j'ajoute les prélèvements sociaux qui vous rentrent dans la fiscalité des loyers et qui rajoutent pour 17,2% 31 579 euros. Au final, avec seulement 150 000 euros de travaux payés en 2018 et un petit peu de foncier à côté, vous allez avoir une aide fiscale sur 10 ans qui va avoisiner les 90 000 euros. Soit, par rapport à votre investissement global de 200 000 euros, une aide fiscale de 44,9% de votre investissement. Donc là, on est encore meilleur par rapport au monument historique tout à l'heure, à l'exemple de tout à l'heure. L'État vous offre 44% de la somme investie. Presque 45%. Donc si je reprends encore une fois l'analogie, si je prends sur 12 ans une loi Pinel, c'est 21%. Si je reprends l'exemple du monument historique tout à l'heure, on était quasiment à 29%, 28,6% si je ne me trompe pas. Et ici, avec cet exemple, on est quasiment à 45%. Au final, on est compte qu'il y a véritablement de choses à faire cette année sur la fiscalité française. Et donc, toutes les personnes qui ont des revenus fonciers et des revenus fonciers qui tendent vers des bénéfices fonciers, il faut avoir à l'esprit ce coût fiscal à faire puisqu'il y a vraiment de l'argent à récupérer. Retenez une règle importante tout de même pour que ce soit intéressant. N'oubliez pas, il y a une année blanche et donc il faut éviter de perdre l'argent en année blanche. Pour que ce soit intéressant, la somme de travaux à réaliser doit être 2 fois l'équivalent de 2 fois vos revenus fonciers annuels plus 2 fois 10 700 euros. À partir de là, ça deviendra intéressant. En dessous, ça ne vaut pas le coup. Donc, dans le cas de ma personne qui investit donc dans du déficit foncier et qui a des revenus annuels, des revenus fonciers annuels de 20 000 euros, il faut faire donc 2 fois 20 000, ça fait 40 000, et 2 fois 10 700, ça fait 61 400 euros. En dessous de cette somme-là de travaux, ça ne vaut pas le coup. Vraiment. Donc, au final, c'est compliqué d'acheter forcément des petits appartements où le temps que vous l'achetiez, que vous, sur le bon coin, je vous donne l'exemple classique, vous allez faire les travaux, que vous réalisez les devis, vous ne rentrez pas dans le timing cette année. Ce qui est le mieux généralement, c'est de réaliser des investissements précis, réalisés par des professionnels qui, clé en main, vous proposent la défiscalisation, les travaux et l'appartement fini. Et vous allez pouvoir ainsi
réaliser votre défiscalisation en 2018 sans accroc. Et ça, il faut faire attention parce que si c'est pour lancer tout le mouvement et que vous n'arriviez à réaliser le tout que début 2019, vous aurez perdu très gros. Donc, faites attention au timing, n'hésitez pas à vous entourer. Justement, j'en profite puisque ma partie présentation touche à sa fin, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons réaliser un audit fiscal de votre situation et du fait du live actuellement, pour tous ceux qui suivent ce live, nous vous offrons l'audit fiscal et nous vous offrons le conseil pour vous aider à optimiser votre fiscalité et votre patrimoine. Faites bien attention à ça parce que, encore une fois, je vous ai donné des clés générales pour aider à optimiser votre fiscalité cette année, faire attention aux effets pervers de l'année blanche. Maintenant, chaque cas est différent et peut-être que pour une personne, le monument historique soit intéressant, mais peut-être qu'au final, on se rendra mieux compte qu'on pourra gagner plus d'argent en faisant simplement une loi Malraux ou une loi Pinel. On pourra se rendre compte que pour du déficit foncier, ok, c'est très intéressant, on arrive à 44%, mais peut-être qu'une loi Malraux pourra venir concurrencer aussi cet effet-là. Donc, chaque cas est particulier. Et je vous invite vraiment à venir voir des professionnels comme nous, des professionnels qui sont réglementés pour pouvoir vraiment ne pas faire d'erreurs, ne pas vous précipiter et optimiser, donner toutes vos chances pour avoir une meilleure fiscalité et un meilleur patrimoine. Je vous propose donc pour cette dernière partie d'aborder les questions-réponses réalisées. D'abord les questions qui m'ont été posées ces derniers jours sur notre page et ensuite les questions que vous avez posées ce soir en direct. Alors, j'avais quelques questions, je vais vous les attraper tout de suite, si je ne me trompe pas. Alors, voyons voir. Donc, nous avions Casanoria qui nous disait « Est-ce qu'un achat, un monument historique est intéressant en 2018 ?» Et on allait plus loin, permet-il de déduire ses revenus jusqu'à présent, c'est-à-dire les travaux à 100%. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, non. Ce n'est pas intéressant si vous n'avez pas de revenus exceptionnels. Seulement si vous avez de revenus exceptionnels, là, ce sera très intéressant. Parce qu'effectivement, vous allez éviter cette taxation-là et avec le bonus de 50%, vous allez pouvoir avoir un véritable bonus sur 2019 et déduire en plus sur 2019 et pas seulement sur vos revenus exceptionnels 2018. Donc, je résume, monument historique, si vous n'avez que des revenus ordinaires en 2018, oubliez. Si par contre vous avez des revenus exceptionnels, c'est l'année pour faire du monument historique. Voilà. J'ai Claude qui me disait, voilà, j'ai 4 maisons cette année, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais avoir des impôts fonciers à payer en 2018? Alors, revenus fonciers, non. Sur l'année 2018 en elle-même, non. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec le mécanisme du déficit foncier et avec des investissements spécifiques prévus pour cela, avec des quotes-parts de travaux très importantes, on peut vraiment avoir un véritable levier fiscal. Sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, on avait un levier fiscal de 44,9%. C'est-à-dire que pour un investissement, l'État vous rendait quasiment 45% de votre imposition. C'est quand même intéressant. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Nous avions une personne qui investait 200 000 euros pour 150 000 euros de travaux, tout compris. Donc 200 000 euros tout compris. Le gain fiscal final était de quasiment 90 000 euros. Du fait de ses loyers de 20 000 euros par an, elle arrivait à économiser 90 000 euros de fiscalité, ce qui n'est quand même pas rien. De la même façon, cette personne me disait aussi que pensez-vous d'investir en Pologne ou en Hongrie? Alors là, c'est assez compliqué. Effectivement, le marché polonais et hongrois a grandement augmenté ces dernières années. Maintenant, il y a deux problématiques. Déjà, vous ne pourrez pas défiscaliser. Donc, effectivement, vous aurez peut-être une meilleure rentabilité locative, vous ne pourrez pas défiscaliser. Et ensuite, attention. Attention, parce que comment est-ce que vous allez bien gérer le bien là-bas? S'il se passe le moins de problèmes de droit, parce qu'il peut y en avoir, problème avec vos locataires, problème de travaux, attention, là-bas, je ne peux pas vous garantir que les entreprises de travaux feront du bon travail et à quel prix, si vous ferez avoir ou non. Donc, il est très compliqué d'aller chercher un investissement là-bas. Je vous conseille plus, du moins, si vous êtes, comme vous êtes la même personne, Claude, de jouer sur mécanisme de déficit foncier et d'aller chercher un rapport intéressant. Pour une fois, on a un investissement qui permet de fiscaliser presque la moitié du montant investi, ce qui n'est quand même pas rien. Et je pense que c'est ça que vous devriez réaliser vous-même. Surtout que vous avez 4 maisons, donc des revenus fonciers qui sont en corrélation avec le mécanisme fiscal dont je vous ai parlé. Autre question. Donc, on avait Jacques qui nous posait la question de la taxation sur les plus-values de valeur mobilière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'un des rares cas où on a un prélèvement forfaitaire. Et ce prélèvement, donc, est hors cadre du prélèvement à la source.
Donc, ce sera exactement la même taxation en 2018 que pour 2017, 2016, 2015 ou 2019. Vous serez taxé et donc, vous ne pourrez rien faire dessus. Et donc, sachez bien que vous aurez forcément un prélèvement. N'allez pas utiliser tout l'argent, vous aurez une partie qui reviendra au fisc. Nous avions Franck qui posait la question, qui disait « D'habitude, j'ai 10 000 euros de revenus et j'en ai 30 000 en 2018. » Alors ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut gagner un peu plus d'argent en 2018? Ce que je vous disais, les revenus ordinaires qui sont liés au contrat de travail ne seront pas fiscalisés même s'ils augmentent. Par contre, pensez bien, pour des personnes, des auto-entrepreneurs entre autres, même des entreprises, pensez bien que ce qui va se passer, c'est que le fisc va analyser vos résultats de votre entreprise par rapport aux années précédentes. Si en 2017, vous avez fait 50 000 euros de résultats, qu'en 2016, vous avez fait 50 000 euros de résultats, et qu'en 2018, vous faites 100 000 pour qu'en 2019, vous en refassiez 50 000, l'État dira que les 50 000 que vous avez fait de plus en 2018 sont imposables. Donc, malheureusement, vous ne pourrez rien faire. Par contre, si vous arrivez à prouver que vous êtes une entreprise qui se développe et qui améliore son niveau de rentabilité et donc son niveau de revenu, vous prouvez par exemple que en 2016, vous avez fait 50 000 euros, 2016 50 000 euros, 2017, 60 000 euros, 2018, 78 000 euros et 100 000 euros, admettons, en 2019, dans ce cas-là, elle ne vous imposera pas. Elle estime que vous êtes dans une vague de création et donc elle n'est pas là pour vous pénaliser. Donc vraiment au cas par cas où il y aura une fiscalité ou non. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les plus-values issues des bitcoins. Alors les bitcoins, faut-il encore que vous soyez rentré à temps puisque le capital s'est quand même bien effondré depuis la fin de l'année dernière. Ce qu'il faut voir, c'est que vous serez imposé. Si vous faites une plus-value, vous serez imposé. La législation le prévoit. Vous pouvez essayer de le cacher. Vous aurez 3 ans à tenir, mais normalement le fisc reviendra vers vous puisque si vous êtes du moins passé par des plateformes officielles, vous devriez être imposé dessus. C'est le souci. Et encore, si vous sortez à temps, puisque si vous en avez encore quelques mois, je suis pas sûr que vous en tiriez un véritable revenu. Je pense pas que ce soit l'avenir, le Bitcoin. Maintenant, si vous avez encore une plus-value, sortez-la vite, mais vous serez imposé dessus. Alors, voyons voir un petit peu sur les questions que nous avons actuellement sur le live. Alors, une question qui n'a aucun rapport avec ce que nous avons dit, mais quel est l'ordre de prix pour 78 mètres carrés des Carnes de Toulouse? C'est assez compliqué à dire, mais maintenant, si on prend le prix du mètre carré sur Toulouse dans le centre-ville, du moins place des Carmes, vous allez osciller vraisemblablement entre 4 et 5 000 euros du mètre carré. Sur le neuf et du fait des prestations, parce que vous allez avoir quand même un appartement fini, vous allez plus osciller entre 6 et 7 000 euros du prix du mètre carré, place des Carmes. Faut bien voir la différence. Dans l'ancien, vous allez acheter un appartement qui va vous coûter 5 000 euros du mètre carré, vous allez faire beaucoup de travaux dedans, ou du moins beaucoup, une partie, et si on devait mettre sur un piédestal le neuf et l'ancien, vous devriez aussi refaire toute la toiture, vous devriez refaire toutes les parties communes, et cela a un coût. Généralement, le coût, il est simple, il est pour les parties communes de 1 000 euros du mètre carré. Donc, ça va très vite. Donc, si vous avez 5 000 euros dans l'ancien, vous serez entre 6 et 7 000 euros dans le neuf, à peu près. Pensez aussi que, bien sûr, en contrepartie, vous avez des aides fiscales, l'aide fiscale Pinel, si vous êtes en location. Vous avez l'aide au niveau des frais de notaire qui ne seront que de 2,5% contre 8%. Ou par exemple, si vous allez en résidence principale, vous aurez le prêt à taux zéro qui vous permet de financer avec moins d'intérêts bancaires et donc de diminuer votre mensualité bancaire. Alors pour les indépendants, effectivement, par rapport au RSI, ça va être quelque chose d'assez analogue. Comme je vous expliquais, vous allez avoir un mécanisme un peu hybride qui va être lié à la fois au mécanisme actuel et au mécanisme du prélèvement à la source. Ce qui va se passer, c'est que vous allez verser un acompte mensuel à l'État et que l'État va le calculer, votre acompte à verser par rapport à votre situation. Maintenant, si votre situation bouge, vous devez faire une déclaration à l'État en courant d'année pour que le prélèvement mensuel bouge. Et en fin d'année, vous allez devoir régulariser le tout. Maintenant, si le travail de l'État est bien fait, vous ne devriez pas avoir une grosse régularisation.
Donc, vous allez être sur quelque chose un petit peu plus mensualisé que maintenant, mais on ne sera pas sur un prélèvement à la source comme ce sera le cas pour les revenus du salaire. Malheureusement, l'État n'est pas encore prêt. Ils y travaillent pour que ce soit à terme le cas. Maintenant, ils sont en train de faire des réformes, beaucoup de réformes autour du RSI. Et je pense que tant qu'ils n'auront pas fini cette réforme-là, et entre autres aussi les réformes pour tout ce qui est chômage, assurance chômage, je crois qu'on va rester sur ce niveau-là de prélèvement à la source qui sera un peu hybride pour les indépendants et qui sera classique, si on peut dire ça, pour les revenus du salaire. Une petite question revenu locatif, ça ne rentre pas dans l'imposition en 2018, c'est un revenu ordinaire. Maintenant, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas parce que c'est un revenu ordinaire qu'il ne faut rien faire. Avec l'effet 150% cette année, il faut en profiter. Vous pouvez défiscaliser, on l'a vu tout à l'heure sur un exemple, jusqu'à 45% de rendement fiscal. Quand on compare avec un Pinel sur 12 ans, c'est du 21%. Donc il y a vraiment un véritable levier fiscal et financier à utiliser cette année sur les revenus fonciers. Donc ne vous stoppez pas en 2018 en vous disant je ne suis pas concerné, c'est maintenant ou jamais qu'il faut véritablement aller chercher le levier fiscal et financier pour développer votre patrimoine pour l'avenir. Question, donc un patron qui part à la retraite est dans sa société. Alors ça va dépendre des revenus. Un patron qui touche une indemnité de départ à la retraite de la part de sa boîte, on peut parler d'un parachute doré, cette indemnité-là sera imposée en tant que revenu exceptionnel. Donc cette personne-là aura un véritable intérêt à aller chercher du monument historique. Par contre, si c'est juste la question de vendre les parts de sa société, on va être sur une plus-value de cession de valeur mobilière. Et cette plus-value de cession, en fait, c'est le prélèvement dont je vous parlais, prélèvement forfaitaire non libératoire, qui va rentrer en compte. Et donc ce prélèvement forfaitaire va sortir du cadre du prélèvement à la source, et donc ce sera une imposition qui ne sera pas dans un revenu exceptionnel, mais il y aura une imposition quand même. Alors bien sûr, en fonction des abattements pour durée de validité, si je prends le cas d'une personne qui part à la retraite, un patron qui vend ses parts, pour les 500 000 premiers euros de bonus, il n'y aura pas d'imposition. Et si ça faisait plus de 8 ans qu'il détenait les parts, pour l'excédent, il y aura un abattement de 85% pour durée de détention. Donc l'imposition sera quand même assez légère. Autre question de Jérémy, Pinel réhabilité, comment ça marche? Alors je n'en ai pas parlé, mais on pourrait effectivement en tenir compte. Pinel réhabilité, on est donc sur des appartements anciens qui sont remis à jour au goût du neuf et qui vont, parce qu'ils remplissent les conditions de la norme RT 2012, ils vont pouvoir défiscaliser selon la loi Pinel. Maintenant, souvent, comme on est sur des biens en centre-ville, pour le Pinel réhabilité, on est sur des prix du mètre carré qui dépassent 5 500 € du mètre carré. Or, la loi Pinel dit quoi? Que la défiscalisation n'est possible que jusqu'à 5 500 € du mètre carré. Pour pallier cela, le Pinel réhabilité permet un complément. En effet, sur la première partie, de 0 à 5 500 € du prix du mètre carré, frais de notaire compris, vous avez du Pinel. Sur l'excédent, admettons que vous avez 6 000 € du mètre carré, sur les 500 € restants, vous allez pouvoir déduire cela en tant que déficit foncier. Ce qui est intéressant, c'est que si vous payez sur 2018, c'est exactement le même mécanisme que tout à l'heure. Vous allez avoir un bonus de 50% en 2019. Donc, il peut y avoir effectivement une petite rentabilité supérieure en 2018 si vous faites du Pinel réhabilité. Maintenant, encore une fois, comme le Pinel réhabilité aura une majeure partie de Pinel, l'effet bonus à 50% ne sera pas aussi important que si vous faites un véritable déficit foncier. Maintenant, pour une personne qui a de très faibles revenus locatifs, voire si c'est le premier investissement qui va avoir des revenus locatifs derrière, ça peut être intéressant. Comme ça, elle va avoir 10 années de revenus défiscalisés, revenus fonciers défiscalisés, tout en profitant d'une aide fiscale qui pourra aller jusqu'à 6 000 € par an pendant 9 ans et puis 3 000 € supplémentaires pendant les 3 années suivantes. Alors, François qui me pose la question de la conséquence de la loi Malraux sur l'ISF. La loi Malraux ne joue pas sur l'ISF. La loi Malraux permet de défiscaliser 30% des travaux investis dans des résidences classées dans des secteurs sauvegardés en centre-ville, défiscaliser 30% de ces travaux-là. Donc, généralement, c'est intéressant pour des impositions qui vont de 10 à 30 000 € d'impôts. Sachant que, retenez bien, vous pouvez défiscaliser jusqu'à 120 000 € maximum. Et cela sur 7 ans. 4 années de travaux plus 3 ans offerts par l'État pour régulariser les dernières impositions si vous n'avez pas pu le faire. Ce qui veut dire que vous pouvez faire maximum 400 000 € de travaux en loi Malraux. Donc, c'est généralement intéressant pour aller chercher de la réduction d'impôts, mais juste impôt sur le revenu. On ne pourra pas travailler sur le foncier.
Pour l'ISF, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas une réduction d'impôt ISF. Pour l'ISF, on ira plutôt chercher par exemple du GFF. Ce sont d'autres types d'investissements intéressants. Après, si vous voulez investir dans l'immobilier et éviter l'ISF, vaut mieux investir sur de la nue-propriété de biens. Allez chercher du rendement aussi, puisqu'on a des rendements très intéressants sur la nue-propriété, et ça vous évite, comme vous êtes nu-propriétaire, d'être dans la base taxable de l'ISF. Ça peut être aussi le cas si vous avez des immeubles qui sont assujettis à l'ISF, vendre et racheter avec le cash. Allez racheter des appartements en nue-propriété et donc sortir du cadre de l'ISF. Ça peut être une technique. Jean qui me pose la question, peut-on défiscaliser avec des SCPI? Tout à fait. On peut défiscaliser avec des SCPI. D'ailleurs, tous les types de lois fiscales existent. Il y a des lois, des SCPI en loi Pinel. Donc, si vous investissez 10 000 euros, admettons en SCPI, vous pourrez défiscaliser 18% de la somme investie si vous gardez 9 ans. De la même manière, si vous allez sur une loi déficit foncier qui a une quote-part travaux de 65%, sur 10 000 euros, vous aurez le droit de déduire 6 500 euros en tant que déficit foncier. Sur une loi Malraux, ce sera exactement le même procédé. Si vous avez une quote-part de 65%, donc sur 6 000 euros, ça fait 6 500 euros de travaux considérés tels quels par le fisc. Si j'applique 30% à peu près, 30% de dette fiscale, on va être à peu près à 2 000 euros d'impôts gagnés de tête. Pas tout à fait, un petit peu moins. Et on peut même avoir des SCPI monuments historiques qui, elles, vont bénéficier du bonus. D'ailleurs, comme les sites fonciers cette année, ça peut être intéressant. Une SCPI en monument historique, pour 10 000 euros achetés, si vous avez 60% de cote par travaux, donc 6 000 euros de travaux, ça sera directement déduit de vos revenus professionnels. Alors attention, il existe beaucoup de SCPI. Là aussi, passez par des professionnels pour voir s'il vaut mieux avoir une SCPI fiscale, si oui, laquelle. Aussi sur les SCPI de rendement, il y a de très très belles SCPI actuellement qui peuvent monter jusqu'à 6,45% de rendement et même 6,58% pour la dernière. Donc, je vous conseille de passer par des professionnels pour vraiment voir si la SCPI que vous avez en tête déjà est bonne ou s'il n'y a pas mieux, voir si vous n'avez aucune en tête, directement vous conseillez. Alors, Christophe qui demande création SCI et donner départ à ma fille dans mon patrimoine immobilier. Intéressant pour 2018 et imposition sur les droits de succession. Alors, pour 2018, cela n'aura aucun intérêt pour vous, sauf si, bien sûr, à l'intérieur, vous avez une SCI qui est à l'impôt sur le revenu et qu'à l'intérieur, vous mettez un bien déficit foncier parce que vous avez des revenus fonciers à côté ou un bien monument historique qui va venir vous aider à défalquer les travaux sur vos revenus exceptionnels. Sinon, il n'y aura pas un bonus particulier sur la SCI. Maintenant, pour transmettre votre patrimoine, la SCI, que ce soit 2018, 2017 ou 2019, c'est très bien. Vous allez démembrer des parts, vous allez donner l'usufruit ou la nue-propriété. Généralement, vous gardez l'usufruit pour vous donner la nue-propriété à vos enfants, puisque l'usufruit, c'est vous qui avez touché les loyers. Et comme ça, vous pouvez commencer à transmettre avec un levier plus important, levier qui est donné par l'article 669 du Code général des impôts, et qui vous permet, comme ça, de transmettre le patrimoine à moindre valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à votre décès, votre fille va récupérer les parts sociales en pleine propriété sans complément d'imposition. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un loyer décuplé, une transmission de patrimoine décuplée. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre 100 000 euros tous les 15 ans par parent, par enfant, plus un abattement de 31 895 euros pour les dons en argent, c'est l'abattement Sarkozy. Il faut bien qu'il ait fait quelque chose en 2007. Abattement donc, qui permet d'avoir les dons d'argent. C'était l'une des premières mesures fiscales réalisées par le président Sarkozy en 2007 quand il est rentré au gouvernement. Voilà, encore une fois, pensez bien à vous entourer de professionnels là aussi pour trouver le juste calibre et ne pas vous tromper, ne pas trop donner ou pas assez, vraiment bien millimétrer ceci, puisqu'après il faut faire un calcul sur 15 ans et c'est quand même assez complexe, donc passez par des professionnels pour transmettre votre patrimoine, vraiment. Alors Maxence, bref, est-il pertinent de défiscaliser cette année? Je vous fais un petit résumé là-dessus. Sur les lois fiscales classiques, loi Pinel par exemple, loi Malraux, ça reste intéressant. Vous n'aurez pas un bonus particulier, mais vous n'y perdrez pas, puisque en 2019, vous toucherez l'argent que vous auriez touché en 2018. Vous aurez un effort de trésorerie à faire, mais il restera quelque chose quand même pour vous à la sortie, comme s'il n'y avait pas eu d'année blanche. Ça restera pareil. Par contre, là où il y a un véritable intérêt, c'est sur le déficit foncier. Là, vous allez avoir un bonus de 50% de défiscalisation
qui au final, on l'a vu, vous permet, sur mon exemple de tout à l'heure, pour 150 000 euros de travaux, la personne a pu déduire 194 000 euros de revenus, soit un ratio de 130% par rapport à l'investissement. Et au final, on s'est rendu compte que l'aide fiscale était équivalente à 44,9% de l'investissement. Donc là, c'était très, très intéressant. Donc le défi foncier est vraiment l'investissement majeur à mettre en avant en 2018. Et bien sûr, pour ceux qui ont des revenus exceptionnels, il ne faut pas les oublier, le monument historique donne un véritable bonus parce que vous pourrez éliminer vos revenus 2018 exceptionnels et vous pourrez en plus aller chercher un bonus sur 2019 et aller vous éviter la moindre imposition sur 2019 ou du moins la diminuer fortement. Donc, retenez vraiment, si vous devez choisir, si vous entrez dans ce cadre-là, c'est déficit foncier monument historique en tête en 2018 et seulement monument historique si vous avez des revenus extraordinaires, sinon ça ne vaut pas le coup. Et sinon, Pinel et Malraux, il n'y a pas d'avantage supplémentaire. Ça reste aussi intéressant en 2018 qu'en 2017 et ce sera aussi intéressant qu'en 2017. Je crois que c'est tout pour les questions. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à interviewer de professionnels. Pour ce live, nous vous offrons l'audit fiscal et patrimonial. Donc, prenez rendez-vous via les commentaires, via notre chat au niveau de l'application Facebook. Nos assistantes prendront des rendez-vous avec vous, des rendez-vous physiques au cabinet pour qu'on puisse réaliser un véritable audit et vous conseiller sur la loi qui semble la plus opportune pour vous ou sur une transmission de patrimoine comme j'ai eu la question. Et vous pourrez comme ça avoir un conseil avisé, un conseil de fiscaliste qui vous permettra vraiment de partir sur de bonnes bases et de réaliser le meilleur investissement possible, tant d'un point de vue budgétaire et financier que d'un point de vue patrimonial. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt pour un prochain live. Merci, au revoir.